j'allais presque dire que je dois revendiquer l'égalité des armes, parce que je dois avoir le même temps de parole. Mais bon, bref, je vais rester dans les 10 minutes, étant entendu que mon sujet est quelque peu vaste. Vous me permettrez juste de revenir sur une déclaration du 25 octobre 2017. Le ministre de la Justice, le confrère Konaté, s'en souviendra, à Niamey, où il y avait 7 ministres de la Justice de pays africains qui s'étaient réunis et qui avaient décidé de faire une déclaration qui s'appelle la déclaration finale de Niamey sur la Cour pénale internationale. Cette déclaration dit, entre autres, je cite, « Rappelons l'importance du soutien politique et diplomatique des États nécessaire à la promotion des principes fondamentaux prévus par le statut de Rome et pour une meilleure prise en charge de la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves. Soutenons sans réserve le principe de complémentarité, donnant la primauté au juge national pour ce qui concerne l'enquête et les poursuites des crimes relevant du statut de Rome et appelons au renforcement des capacités des systèmes judiciaires nationaux et des initiatives pertinentes visant à mettre fin à l'impunité des auteurs de crimes internationaux. » Monsieur le ministre, vous vous rappelez de cette déclaration? Alors, c'est exactement cette déclaration qui a inspiré mon approche ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement le principe de complémentarité? Nous le savons tous, la justice nationale, tout comme la justice internationale, elle est, cette justice, une œuvre humaine. C'est donc une œuvre qui est toujours possible de parfaire. On le sait que la justice étatique elle-même s'est perfectionnée au bout du temps en s'affranchissant de l'Église, des clans, en s'affranchissant des seigneurs pour en atteindre l'état de sophistication qu'on lui connaît aujourd'hui. Et que même dans ses formes les plus sophistiquées, il reste encore des choses à améliorer. C'est ça l'essence de la justice. Alors, partant de ce constat, nous devons admettre que le juge national reste toujours le juge naturel lorsqu'il s'agit de crimes qui offensent la société. C'est cet élément important-là qu'il faut retenir de la complémentarité. Ça veut dire que le juge national est d'abord le juge souverain qui a le pouvoir de la production normative, qui a le pouvoir d'appliquer la justice. Alors, la question est la suivante. Le juge national qui détient la compétence de premier ordre dans les crimes internationaux est-il suffisamment outillé dans toutes les circonstances à rendre justice? D'abord, à prévenir, ensuite, à poursuivre les auteurs des crimes qui ont porté atteinte à l'humanité et enfin à réparer les victimes. Alors, cette question a été posée dans plusieurs affaires devant la Cour pénale internationale sous l'angle de la complémentarité. Donc, vous comprendrez bien que la complémentarité, d'abord, la primauté de la justice nationale. Et la Cour intervient que lorsque cette compétence prioritaire n'est pas exercée, soit par manque de volonté ou par incapacité. Ce sont les deux éléments auxquels réfère la complémentarité. Donc, c'est une intervention par défaut. Alors, vous comprendrez que ici, l'appréciation n'est pas politique, c'est une appréciation juridique et judiciaire. Ce sont des critères qui sont évoqués. À partir de quel moment on peut considérer que l'État a manqué de capacité ou l'État a manqué de volonté? Alors, tout à l'heure, la question avait été évoquée de savoir que la majorité des affaires devant la Cour portent sur des questions africaines. Alors, moi je retourne la question d'une autre façon. Aurait-il été concevable que lorsque les États africains saisissent la Cour pour lui demander d'intervenir et que la Cour dise que rien ne sera fait? Je pose la question, c'est une réflexion que nous devons avoir. Alors, ça veut dire que l'appréciation de la Cour n'est pas une appréciation politique, c'est une appréciation judiciaire qui s'applique à toutes les étapes du procès.
du processus. D'abord, la complémentarité est appréciée dans le cadre de l'examen préliminaire. Qu'est-ce que ça veut dire? On en a évoqué tout à l'heure, mon collègue avait invoqué tout à l'heure le fait que les examens préliminaires prennent parfois du temps. Alors, l'examen préliminaire, le procureur doit répondre à cette question. Est-ce qu'il y a des motifs raisonnables pour ouvrir une enquête dans une situation donnée? Et pour cela, il doit répondre à certains éléments essentiels qui seront contrôlés par le juge. Et ces éléments, c'est d'abord, est-ce que la Cour a juridiction? Est-ce qu'on parle des crimes qui pourraient potentiellement relever de la compétence de la Cour? Ensuite, la complémentarité, ici, deux éléments sont appréciés. Est-ce qu'il y a des procédures nationales qui sont engagées? Et si oui, est-ce que ces procédures nationales sont véritables? Alors, si je reviens au cas de la Guinée qui fait l'objet d'un examen préliminaire, quand vous êtes dans une situation qui est la suivante, un État exprime une volonté à vouloir poursuivre des auteurs allégués de crimes. Il y a deux approches. Soit on se dit que la volonté elle est totalement absente, mais ce serait difficile parce que l'État a manifesté sa volonté. Ou bien on constate qu'il y a des difficultés techniques qui peuvent rendre difficile la mise en œuvre de cette difficulté. Alors comment, au sein de la Cour, le système est pensé pour répondre à des situations comme ça? Alors, une des raisons pour justifier parfois le délai des examens préliminaires, c'est parce que l'État a manifesté sa volonté de mettre en place le dispositif juridique et l'arsenal judiciaire pour poursuivre. On peut avoir des appréciations sur le degré de volonté. Alors, toujours est-il que le manque de volonté renvoie généralement à la question de savoir si les procédures sont véritables. Elles tiennent au fait que l'État ne veut pas mener des enquêtes ou des poursuites véritables pour cause, par exemple, d'ingérence politique, de manque d'indépendance, d'enquête orientée ou de méthodes qui viseraient à organiser l'impunité d'une façon ou d'une autre. Des procédures complaisantes. Alors, quant au manque de capacité, il tient plus à des éléments qui renvoient au cadre législatif. Est-ce qu'on a le cadre législatif qui permet de poursuivre? Est-ce qu'on a un programme efficace de protection? Est-ce que le système judiciaire en tant que tel est dans les dispositions pour rendre la justice de façon effective? Le ministre a évoqué tout à l'heure ce matin des problèmes de la justice en Afrique. C'est vrai qu'il y a des problèmes de justice en Afrique. Et je me rappelle encore à l'époque, lorsque le président Kaba avait organisé la journée de la justice pénale en Afrique, il avait évoqué le fait que les systèmes judiciaires en Afrique ne bénéficient pas d'un budget qui dépasse 2% du budget national. Alors il y a toute une problématique sur comment, avec moins de 2% du budget national, on peut avoir des infrastructures de nature à répondre à la complexité des crimes que sont les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Alors, aujourd'hui, est-ce que la Cour a effectivement contribué à lutter contre l'impunité dans les pays de situation? Ça, c'est la question de l'impact de la Cour dans les pays de situation. Alors, je retourne la question d'une autre façon, surtout s'agissant de la prévention. C'est toujours facile d'apprécier quand la prévention ne fonctionne pas. En revanche, c'est extrêmement difficile de dire que la prévention fonctionne. Alors, je prends un exemple. Quel pourrait être l'impact d'un mandat d'arrêt sur une situation de criminalité générale? Même au plan national, la question se pose. Mais toujours est-il que l'effectivité de l'action de la Cour n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, l'intervenant de ce matin avait parlé de l'UNESCO et l'impact que la décision Al-Mahdi a eu sur les populations à Tombouctou, mon confrère va en parler tout à l'heure, mais surtout le retentissement international par rapport au besoin de protéger les monuments historiques. Tout le monde sait aujourd'hui que les crimes sexuels à caractère sexiste, l'enrôlement d'enfants et leur utilisation dans les conflits
Ce sont des faits qui sont répréhensibles. Affaire Lubanga, condamné pour cela. Et alors, le travail de la Cour continue. La Cour ne s'intéresse pas seulement dans les pays de situation africains. Aujourd'hui, vous le savez, la Cour enquête en Géorgie. Le bureau du procureur a demandé à être autorisé à ouvrir des enquêtes en Afghanistan. Notre collègue a évoqué tout à l'heure les différents mécanismes qui pourraient être déployés et qui sont déployés par certains États contre la Cour. Alors ici, le problème n'est pas tout simplement un problème de la Cour, c'est un problème qui nous interpelle tous. La Cour, elle nous appartient à nous tous. Face à des défis comme cela, quelle est la posture de la communauté internationale? Quels sont les moyens que la communauté internationale peut déployer pour permettre à la Cour d'exercer son mandat de façon efficiente, de façon indépendante et impartiale? La même question se pose aussi avec la question des retraits. Quand les États partis veulent se retirer de la Cour, qu'est-ce que la communauté des États fait pour empêcher cela? Même si on sait que la question de retrait, c'est une question individuelle, c'est une question souveraine. Voilà des problématiques qui interpellent. Mais en même temps, ce sont des problématiques qui interpellent sur un fait. L'efficacité de la Cour ne se mesure pas au nombre d'affaires devant elle. Elle se mesure à l'efficacité de la complémentarité. Comment la Cour, avec les juridictions internationales, avec les juridictions nationales, travaille pour mettre un terme à l'impunité. Alors, dans la pratique, comment cela se traduit? Le bureau du procureur, dans son plan stratégique, a développé un objectif stratégique numéro 9 qui consiste à développer des stratégies coordonnées avec les partenaires, les États et d'autres, pour réduire le fossé de l'impunité en favorisant des enquêtes et des poursuites. Il ne s'agit pas là d'un principe théorique, c'est un principe que nous appliquons dans plusieurs situations. Je vais donner les exemples. En République démocratique du Congo, par exemple, la République démocratique du Congo s'est largement inspirée du document sur la sélection et la priorisation des affaires développé par le bureau du procureur, qui consiste en quoi? Qui consiste à définir des critères objectifs pour mener des enquêtes et des poursuites s'agissant des crimes internationaux. Alors, ça veut dire que les autorités qui travaillent avec le bureau du procureur sur cette question ont développé des cas prioritaires, ce qu'on appelle les cas prioritaires. Ce sont des cas qui sont sélectionnés pour répondre à la criminalité qui sévit dans le pays. Et ces cas prioritaires concernent le Nord Kivu, le Sud Kivu et des événements à Kinshasa. Donc des dossiers sont ouverts sur des cas extrêmement complexes et on travaille là-dessus avec les autorités. Bien évidemment, nous sommes conscients du risque qui a été évoqué tout à l'heure pour que la complémentarité ne soit pas dévoyée. Nous en sommes conscients. Mais ici, comprenez également que le bureau du procureur ne peut pas poursuivre toutes les affaires dans une situation donnée de criminalité. Le bureau ne poursuit que certaines personnes qui portent la plus lourde responsabilité dans les crimes, avec la possibilité bien évidemment de toucher les catégories intermédiaires. Alors, mais pour les autres qui ne sont pas poursuivis par la Cour, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où intervient cette complémentarité dynamique entre le bureau du procureur et les États. Alors, l'autre élément qui est important, c'est que dans le cadre de nos enquêtes, il nous arrive de récolter des informations. Des informations qui ne viennent pas seulement des États, mais qui viennent aussi des témoins qui donnent des dépositions. Et le plus souvent, dans nos enquêtes, le bureau du procureur enquête de façon indépendante et rencontre ces témoins de façon indépendante pour récolter leurs dépositions. Et dans ce travail, lorsqu'on appelle nos témoins, c'est parce que le bureau du procureur est convaincu que les informations que les témoins ont données, ce sont des informations crédibles et fiables. Et lorsqu'on approche aussi des témoins, il y a des approches stratégiques qui nous permettent d'évaluer
nos capacités de protection des témoins avant d'entrer en contact avec les témoins. Nous sommes-nous en mesure de protéger le témoin dès lors qu'on entre en action avec le témoin? Donc pour dire que les sources de preuves ne sont pas uniquement des sources qui viennent de l'État, mais ce sont des sources diversifiées. Alors, l'autre élément, j'ai d'autres exemples que je pourrais citer tout à l'heure, notamment la République centrafricaine. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. La République centrafricaine, avec la Cour spéciale qui est créée, effectivement, même l'accord de coopération, l'accord établissant la Cour centrafricaine prévoit la complémentarité entre cette Cour spéciale et la Cour pénale internationale. Et effectivement, nous avons travaillé avec, notamment dans l'élaboration des textes juridiques, la formation des magistrats, mais aussi le bureau du procureur a échangé des lettres d'intention qui régissent la coopération. Et enfin, l'autre élément, c'est parce que le chantier est vaste qu'il faut impliquer tous les autres acteurs de la communauté internationale. C'est ce que l'Assemblée des États parties a appelé la complémentarité positive. Donc c'est une complémentarité qui s'exerce entre les États et que des programmes d'assistance technique sont donnés sur demande des États au travers de l'Assemblée des États parties qui galvanisent toutes les sources possibles, que ce soit la société civile, les États, l'Union européenne et d'autres partenaires qui interviennent en matière d'assistance législative, en matière d'assistance technique et de l'aide au renforcement des capacités et aussi l'aide à la mise en place d'infrastructures physiques. Donc on me signale que mes 15 minutes sont épuisées, je vais m'arrêter là, Monsieur le Président.